Eh bien le bonjour, ici Jungo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se lancer dans un nouveau format que j'avais envie de faire depuis un certain temps, mais souvent les news étaient beaucoup trop consistantes. Je voudrais faire des fois quand il y a beaucoup de petites news et que j'ai envie d'en parler parce que des fois c'est rigolo, ou des fois j'ai vraiment quelque chose à apporter aussi, des informations que moi je sais, mon expérience dessus, ou bref, il y a souvent plusieurs choses comme ça, et je l'avais pas encore fait, mais je vais le faire. Enfin, si, je l'avais fait, je mens. Je l'avais fait une fois, il y a quelques semaines, dans les débuts de ma chaîne. Et j'avais appelé ça la blinde de news. Donc, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Et donc je trouve ça assez intéressant quand il n'y a pas beaucoup de news, comme par exemple l'été, de parler de beaucoup de news et de faire qu'une seule vidéo, plutôt que de faire des vidéos de 2 minutes ou d'un truc comme ça, parce que bon, 2 minutes, voilà, 3-4 minutes, 5 minutes, ça va, mais 2 minutes, bon, ça commence à être un peu inutile. Donc en faire une d'une dizaine de minutes, où au moins on brasse un peu large, et puis c'est tout, quoi. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple aussi pour vous. Bref. Donc on va se lancer aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On a une petite news assez rigolote, c'est une histoire assez drôle. C'est quelqu'un qui fait fortune en vendant des ordis vieux de 20 ans, donc c'est assez marrant. On a ensuite des informations sur Call of Duty, sur UFC 5, et on va terminer, je pense, par une news assez rigolote. C'est une news autour de Sega et de leur jeu blockchain. Bref, donc on va se lancer tout de suite pour le premier épisode de Blind de News. Il fait fortune en vendant des ordinateurs achetés il y a plus de 20 ans. Alors déjà, rien que le titre, il est rigolo. Un homme originaire de l'état du Massachusetts est tranquillement en train de s'enrichir grâce à des ordinateurs qu'il a achetés il y a une vingtaine d'années. Un coup de génie pour cet ancien concepteur informatique qui a eu un sacré flair. Un flair ou juste de la chatte, hein. On sait pas, hein. C'est 2200 ordinateurs de la marque Nabu, alors je sais pas, Naboo, je connais pas du tout, qui vous est probablement inconnu et a raison, qui attendait sagement dans la grange de James Pellegrini depuis plus de 20 ans. Nabu, donc, ou Naboo, hein, encore une fois, je vais dire Naboo parce que voilà, hein, Star Wars et tout, on va dire Naboo. Vous ne connaissez, je sais, hein, ça s'écrit avec 2 O dans Star Wars, mais bref, vous avez capté. Vous ne connaissez probablement pas la société Natural Access to Bidirectional Utilities, ou Naboo, ça sonne bien. Et c'est bien normal. En effet, il s'agit d'une société informatique canadienne née en 1982 et qui a fait faillite en 1985. Ah oui, donc 3 ans d'activité, c'est pas énorme, quoi. Les machines dont il est question, que nous appellerons les Naboo pour faire simple, utilisent le processeur Z80, une puce courante dans les machines d'arcade comme Pac-Man par exemple. Ces ordinateurs avaient une architecture très similaire à la plateforme MSX, qui était le micro-ordinateur le plus répandu à l'époque. Le Naboo est en fait l'équivalent de notre bon vieux Minitel national, à l'exception bien sûr qu'il n'a pas connu le succès et l'utilité, la même... Oh, il y a un petit bug là. À l'exception bien sûr qu'il n'a pas connu le succès et l'utilité que son homologue français. Donc le même succès, hein. Le même succès et l'utilité que son homologue français. Et en fait, vous le voyez, ça ressemble vraiment au Minitel. Donc moi je suis trop jeune pour avoir connu le Minitel. Mais bah voilà, hein, je vois grosso merdo à quoi ça ressemble. Mais c'est assez drôle. C'est vraiment drôle. Un trésor rétro-informatique. James Pellegrini, concepteur d'ordinateurs à la retraite, possède 2200 ordinateurs Naboo dans sa grange depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il fout avec ça dans sa grange, le mec? Acheté dans les années 1290 pour les processeurs Z80 qu'il contenait et que James voulait utiliser pour créer un système de centrale téléphonique, comme le rapporte TechSpot, ils ont fini par être abandonnés dans la grange du passionné, le projet jugé trop ambitieux et trop compliqué. 20 ans après, la grange en question étant devenue trop vétuste pour abriter les ordinateurs en toute sécurité, Pellegrini a commencé à les vendre sur Craigslist au prix de 20 $ l'unité, pour rapidement se tourner vers la plateforme eBay, sur laquelle ils partiront comme des petits pains à 60 $ unité. Très vite, les machines augmentent au prix d'environ 100 putains de dollars pour un bordel comme ça. C'est un truc de malade. Le mec, il en a 2200, donc ça fait 22 000 $. Bon, il en a vendu du coup avant à 20 $ et à 60, mais admettons, il s'en tire pour presque au moins une quinzaine de milliers de dollars, 15-20 000 $. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et du coup, ce qui est marrant, c'est de savoir comment ça se fait qu'il a pu les vendre. La renaissance d'un réseau, c'est notamment grâce à la vidéo d'un célèbre youtubeur spécialisé dans la technologie, Adrian Black, que le Naboo, et donc le stock de James Pellegrini, est sorti de l'anonymat. De son côté, DJ Sears, programmeur et passionné de Naboo de la première heure, son père et 2 de ses oncles ont participé au développement de la machine, donc on comprend la passion, a décidé de développer un adaptateur réseau pour le Naboo en hommage à sa famille. Depuis, la communauté Naboo ne cesse de grandir. Le réseau est de nouveau en ligne et un site web a été créé pour la préservation du Naboo Retronet. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette histoire fascinante, blablabla.
Franchement, c'est drôle. Moi, ça me fait vraiment marrer ce genre de petite info. Le mec, il a acheté des trucs à l'époque pour juste un composant qui est dedans. Juste un composant, le processeur Z80. Et en fait, il n'a pas été au bout de son projet. Du coup, ça a pourri dans sa grange. Et le mec, 20 ans plus tard, retraité et tout, bah il les vend à 100 $ l'unité. C'est incroyable. Je sais pas à combien il les a achetés du coup à l'époque. Mais s'il fait fortune comme ça, je pense. Et puis de toute façon, hein, le dollar d'il y a 20 ans, c'était pas le même hein, évidemment que maintenant. Mais franchement, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Mais du coup, non, même pas, ça fait il y a plus de 20 ans. Si c'était dans les années 80 et tout. Ah ouais, putain, ça doit faire au moins 30 ans ouais, qu'il les a achetés. C'est ouf. Bref, donc ça c'était la petite news, la première news assez rigolote. On enquille direct sur eSports UFC 5 annoncé. La révélation complète à venir en septembre. Ça c'est intéressant. Le dernier titre d'EA UFC est sorti en 2020. Putain, ça fait 3 ans. Ah ouais, quand même. EA a annoncé EA UFC 5. Putain, c'est chiant, hein, donc je vais juste dire UFC 5. Hein. La suite du match de MMA, donc du jeu de MMA de 2020, sera révélée dans son intégralité en septembre. EA a également lancé un site web où les fans peuvent s'inscrire pour plus d'informations sur le jeu à venir. On ne sait actuellement pas sur quelle plateforme le jeu sera publié. Donc ici on a le trailer, je vais pas vous le mettre parce que c'est EA et il y a souvent beaucoup de problèmes avec les copyrights dans les trailers d'EA, donc je vais pas prendre le risque. Il a été rapporté en 2021 que le jeu était initialement prévu pour la fin de 2022. Ah oui, il a également été rapporté à l'époque qu'EA travaillait sur une reprise de la franchise de jeux vidéo de Box Fight Night, mais le travail sur l'UFC 5 a provoqué l'arrêt de cela. Dans un courriel à l'échelle du studio, EA Canada a déclaré au personnel que son attention serait mise sur eSports UFC 5 dans un avenir prévisible. Nous sommes très enthousiasmés par l'UFC 5 et nous voulons éliminer l'accent partagé que plusieurs membres de notre équipe de direction ont eu au cours du passé afin que nous puissions nous concentrer uniquement sur la fourniture de la migration et de l'UFC 5 de haute qualité, peut-on dire. Donc ils veulent vraiment essayer de faire de la qualité. On le sait déjà avec la news que j'avais fait il y a quelques temps. EA, ils essayent de se restructurer un peu. Ils ont fait vraiment des entités pour chaque type de jeu, etc. Et c'est très intéressant. Donc là, cette petite phrase où ils veulent vraiment se concentrer pour avoir une qualité, bon, c'est assez cool. Venant d'EA, faut le noter quand même. Hein. EA a été approché à l'origine pour développer un jeu basé sur l'UFC en 2008, mais il a refusé l'offre, ce qui a amené l'UFC à se tourner vers THQ, qui a publié 3 titres réussis de l'UFC en peu de temps. Suite au succès de ces titres, EA a lancé EA MMA, un partenariat avec la promotion rivale de l'UFC à l'époque, Strikeforce. EA signerait ensuite un contrat pluriannuel, je vais y arriver, avec l'UFC à la suite de l'effondrement de THQ. Le premier titre EA UFC a été publié en 2014. Donc ça fait quand même une licence qui dure depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'en fait, on fait pas forcément gaffe avec les FIFA, mais ce genre de jeu, en fait, ils sortent pas vraiment tous les ans, vous avez vu. Le dernier était sorti en 2020, là il va peut-être sortir cette année. Donc en vrai, tous les 3 ans et tout, putain, faut vraiment être patient. Hein. Mais voilà, pour les fans de jeux de combat, et ben let's go. Hein. Vous avez votre jeu qui va bientôt sortir, il sera bientôt révélé. On attaque directement sur la petite news suivante. C'est une news autour de Call of. Ça m'intéressait de voir du coup ce qui allait se passer sur le prochain Call of. Call of Duty 2023 a été révélé dans une salle de joueurs de la NBA. Les fans avides d'informations sur Call of Duty 2023 devront attendre un peu plus longtemps, mais si vous êtes une star de la NBA, vous pouvez obtenir le scoop immédiat dès maintenant. Au cours du week-end, les joueurs participant à la NBA Summer League à Las Vegas ont eu un aperçu exclusif de Call of Duty 2023, qui pourrait être révélé dans son intégralité au cours du prochain mois environ. Ce n'est pas la première fois que ce genre de révélation se produit à huis clos, bien sûr. Sur les médias sociaux, quelques joueurs ont partagé des images ou des vidéos de la suite où la révélation a eu lieu, mais rien n'est donné avec le logo le plus basique imaginable, donc celui qu'on voit juste en haut. Il y a même des stations dans la salle qui ont été configurées pour jouer à Call of Duty, mais les tirs indiquent que les joueurs sont assis avec Warzone ou Modern Warfare 2. Ouais. Donc, pas de test, pas de pré-test, rien du tout. Mais une petite news comme ça, c'est assez rigolo. Un pas plus près. Il est vrai qu'il est difficile d'être enthousiasmé par Call of Duty 2023, et ouais, surtout quand on voit Modern Warfare 2, dont nous avons apporté qu'il était nommé Modern Warfare 3 plus tôt cette année. Compte tenu des récents antécédents de la série Call of Duty, par exemple, Modern Warfare 2 était assez bon, mais il était rugueux sur les bords et s'est rapidement éteint en raison de certains choix faits avec des éléments comme le putain de SBMM de merde. Donc, désolé, ça me fait rager, mais j'ai encore des mauvais souvenirs. En gros, moi je suis revenu sur Call of Duty, en fait j'ai arrêté à partir de Black Ops 2 du coup, et j'ai pas rejoué à des Call of où j'y rejoué comme ça vite fait chez des gens à l'arrache quand ils passaient gratos et tout. J'avais un peu joué quand même à World War 2, c'était assez sympa, mais après voilà, j'avais pas saigné le jeu non plus. Et après je m'y suis remis sur Modern Warfare 1.
Il était très intéressant, c'était un peu un reboot du coup, enfin c'est un reboot au final de la série des Modern Warfare, donc je m'étais un peu buté dessus quand même, j'avais passé pas mal de temps dessus, et quand le 2 est sorti, je l'ai acheté Day One, et j'ai encore la boîte du coup derrière moi, j'ai revendu le jeu, mais en fait avec Micromania, enfin Escromania, j'avais eu du coup le Steelbook, et bah, j'ai gardé le Steelbook. Ils m'ont pas demandé, donc tant mieux. Et bref, donc ça c'est vraiment 36-15. Mais du coup, donc je m'étais remis du coup sur Modern Warfare 2 et j'ai buté le jeu comme je sais pas quoi. Je lui ai mis je sais pas combien d'heures de jeu en très peu de temps. Mais en fait, à la fin, ça m'a saoulé parce que le SBMM, il était déjà présent dans Modern Warfare 1 et ça m'avait un peu dégoûté. Du coup, à la fin, j'en avais marre. En gros, pour ceux qui savent pas, le SBMM, je sais plus à quoi ça correspond, le SB. Mais du coup, à la fin, c'est matchmaking. En gros, c'est un système de matchmaking qui fait que vous affrontez des joueurs de votre niveau. Et plus vous faites de bonnes games, plus vous allez affronter des joueurs forts. Et plus vous faites des games de merde, plus vous allez affronter des joueurs nuls. Donc en fait, au lieu de lancer des joueurs avec des niveaux différents dans une même partie comme c'était dans les anciens Call of Duty, et du coup vous avez dans les 10 joueurs par exemple d'une game, dans les 12 joueurs d'une game, vous avez forcément des fois un joueur qui se démarque du lot, qui est vraiment très fort, bah lui il va faire une bonne game, il va s'éclater, vous avez des joueurs qui débutent qui vont se faire arracher, mais voilà, ils vont apprendre à jouer, en fait ça a toujours marché comme ça. Et le problème c'est qu'en fait quand ils ont mis le SBMM, les très bons joueurs se sont retrouvés ensemble dans des games, donc en fait vous faites plus de grosses séries, vous sortez plus de gros killstreaks, vous faites défoncer la gueule, vous faites 2 kills, vous mourrez, 2 kills, vous mourrez, 2 kills, vous mourrez, enfin, c'est trop le bordel. Et pareil pour les joueurs nuls se retrouvent avec des joueurs nuls, donc en fait ils progressent pas les mecs, donc ça dégoûte aussi les nouveaux joueurs, c'est ça qui est incroyable, c'est que je sais pas pourquoi ils ont fait ce système là, ça fait polémique, tout le monde s'en plaint, les joueurs pro ils peuvent plus jouer à Call of en fait, ils peuvent plus jouer à Call of, donc vous avez des mecs comme Gotaga et tout qui crachent publiquement sur le jeu, à cause de ça, des mecs comme Skyrose etc qui y jouent, mais en fait ils jouent qu'à Warzone, parce que du coup ils peuvent plus jouer en fait au multi, déjà que le multi est pas ouf, mais enfin dans le fond il est pas ouf. Donc au début, voilà, avec la hype et tout, c'était cool, mais en fait, ça s'essouffle vite. Il n'y a pas beaucoup de maps, les maps se ressemblent beaucoup, enfin bref, c'est un peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Mais le SBMM flingue l'expérience du jeu, en fait. Si vous êtes très très fort, vous vous retrouvez qu'avec des joueurs très très forts. Et moi, j'ai vite repris un bon niveau quand j'avais recommencé sur Modern Warfare. Et quand j'ai commencé sur Modern Warfare 2, du coup, je jouais clavier souris donc sur PlayStation 5, mais je jouais clavier souris et bah, j'avais un bon niveau, voilà, je veux pas me la péter, enfin voilà, j'ai toujours eu un assez bon niveau sur les Call of Duty et en fait c'est injouable parce qu'on tombe avec des mecs qui sont hyper forts et si déjà vous avez un bon niveau, bah en fait vous allez jouer dès le début comme ça qu'avec des mecs forts et en fait bah, c'est dégoûtant quoi, c'est chiant, vous pouvez pas éclater une game, vous pouvez pas faire tout ça, vous faites défoncer, vous faites des games moyennes tout le temps, voilà. Des games moyennes entre très bons joueurs et des games pourris entre joueurs nuls. Voilà, c'est incroyable. Bref, donc ça, franchement, je comprends pas ce système-là d'avoir fait ce SBMM. C'est vraiment pourri. Donc ça, c'était mon avis là-dessus. De plus, Warzone 2, qui a été publié dans un état de buggé, je déteste cette traduction, a été publié dans un état buggé et instantanément éteint de vastes pans de la communauté. Oula, franchement la traduction de cette phrase, bon bref, en gros quand Warzone 2 il a été lancé, il était tellement dans un mauvais état qu'en fait il y a énormément de joueurs qui l'ont déserté et qui sont retournés du coup sur le dernier Call of. C'est ça qui est assez drôle, un peu comme quand Battlefield 2042 est sorti où tout le monde s'est réfugié après sur Battlefield 1 et Battlefield 5, et ben au final il s'est passé la même chose pour Warzone 2. En fait Warzone 2 il est sorti, tout le monde avait la hype et tout, mais déjà il n'y a pas la rétro-compatibilité entre guillemets entre les Warzone, donc c'est à dire que tout ce que vous avez acheté sur Warzone premier du nom, bah vous le récupérez pas dans Warzone 2, donc les skins et tout, ça c'est un peu, voilà, c'est un peu dégueulasse. Apparemment ils travaillaient pour et tout, mais il me semble que ça a été confirmé qu'en fait là les serveurs de Warzone 1 vont fermer et tout ce que les joueurs ont débloqué sur Warzone 1 va disparaître. Donc bah vous l'avez dans le cul tout simplement, vous avez claqué grave des thunes dans Warzone premier du nom et vous vous êtes fait fumer sur Warzone 2, bref. Et en plus de ça il y avait énormément de bugs, on se rappelle du bug que tout le monde a parlé avec la tenue, un skin à 25 balles pour jouer avec un skin de sniper, donc vous savez avec les franges et tout, comme un peu Sniper Ghost Warrior là le jeu, bref, et donc vous jouez avec un skin comme ça, et en fait il est tellement bien réaliste le skin, que quand vous visez, vous avez les franges du coup qui vous tombent dessus, et donc vous voyez rien au final, donc bref, donc du coup ça a fait rager énormément de gens, il y a énormément de gens qui se sont plaints, et c'était un peu nul à chier. Mais maintenant, tous les yeux sont rivés sur Call of Duty 2023 pour apporter un petit renouveau à la franchise. Il y a divers changements que la communauté verrait apporter à la formule, qui les a retirés de la série au cours de la dernière année, mais Activision sera-t-elle à l'écoute des cris de la communauté dans son ensemble? Faut pas écouter les communautés, de toute façon, quand vous faites un jeu, parce que sinon, ça fait de la merde, déjà de base. Mais le problème, en fait,
ils ont perdu beaucoup trop de fans. C'est Call of Duty, ça va bien se vendre, on est d'accord. Mais le but dans ces jeux-là, c'est qu'il faut des joueurs récurrents. En fait, vous avez des gros pics de joueurs, des grosses ventes au début, mais après, ça se casse la gueule, quoi. Ça se casse la gueule, les gens sont dégoûtés du jeu. Donc faut qu'ils retirent le SBMM. Ils le font en fait pour que les joueurs qui commencent soient pas directement lancés au milieu de joueurs pro ou des trucs comme ça, et qu'ils se fassent pas éclater dans la première game. Donc quand vous commencez à jouer à Call of Duty, vous êtes nul, évidemment, comme tout le monde. Et au final, vous allez jouer avec des joueurs de votre niveau, donc pour eux, vous allez progresser comme ça, mais en fait, pas du tout. Parce que vous n'avez pas développé vos réflexes avec des gens qui sont de temps comme vous, en fait. Donc c'est ça le problème. Et pareil pour les joueurs pro, c'est injouable. Bref. Donc c'est un peu mon coup de gueule aussi sur ce jeu-là. Mais voilà, je voulais vous donner mon avis. Et du coup, qu'espérez-vous de Call of Duty 2023? Déjà, dites-moi s'il y a des gens qui jouent à Call of dans la commu. Je sais pas du tout s'il y a des gens comme ça qui jouent à Call of. Oh là putain, cet article m'éblouit. Vous pouvez le voir sur la caméra, c'est assez drôle. Je vous jure, il est en train de me défoncer les yeux. Un dirigeant de Sega qualifie d'ennuyeux le jeu blockchain Play to Earn, donc jouer pour gagner. Sega n'est plus aussi impliqué dans le jeu blockchain qu'il ne l'était auparavant, refusant désormais que ses grandes propriétés intellectuelles, telles que Sonic, soient utilisées dans des jeux blockchain de tierces parties. Cette mesure vise à garantir que Sega ne dévalorise pas son propre contenu. Et oui, parce qu'ils voulaient lancer des jeux dans la blockchain, dans des trucs comme ça, et ils les ont annulés, il me semble. Hein. Mais il y avait un peu des bails comme ça. Évidemment, c'est Sega, hein. On parle de la plus grosse boîte de machines d'arcade, etc. Donc, un jeu dans la blockchain et tout, ça va avec. Hein. S'adressant à Bloomberg, Shuji Utsumi, co-chief operating officer chez Sega, a qualifié les jeux blockchain d'ennuyeux. Et c'est très très bien, du coup, parce que c'est vraiment ça pue la merde. L'action dans les jeux de type Play to Earn est ennuyeuse. Quel est l'intérêt si les jeux ne sont pas amusants, a déclaré Utsumi. Cependant, Sega permettra toujours à ses partenaires externes d'utiliser ses personnages de franchises moins connus, tels que Three Kingdoms et Virtua Fighter en tant que NFT. Utsumi a noté que la technologie reste utile dans les cas où il est possible de déplacer des personnages et des objets entre différents jeux, on est d'accord. Sega m'est égal, mais ça ne sera pas beaucoup utilisé malheureusement, ça va surtout être utilisé pour juste de la vente et toucher des coms quoi. Sega met également en pause ses propres projets de jeux blockchain pour le moment et reste indécis quant à l'implémentation de la technologie Web3 dans sa prochaine suite de super jeux. Je déteste ce mot. Web3, c'est dégueulasse. L'action dans les jeux de type Play to Earn est ennuyeuse. Quel est l'intérêt si les jeux ne sont pas amusants? Cependant, Sega reste ouvert à l'utilisation de la technologie blockchain si elle devient un jour un succès, car Utsumi a déclaré que le public ne devrait pas douter des preneurs de risques. Pour la majorité des gens de l'industrie du jeu vidéo, ce que disent les défenseurs de la blockchain peut sembler un peu extrême, mais c'est ça d'être l'éclaireur. D'être le pionnier, on va dire, a expliqué Utsumi. Nous ne devrions jamais les sous-estimer. Ouais, vite fait quand même. Hein. Les jeux en blockchain ont été un sujet controversé ces dernières années. De nombreuses entreprises ont sauté sur la tendance, notamment Square Enix et Ubisoft. Ubisoft, un coucou, les premiers Cocorico. Ils se sont pris les pieds dans le tapis comme jamais. Cependant, de nombreux joueurs n'ont pas apprécié. Quasiment tous les joueurs. Hein. C'est pas de nombreux joueurs. C'est 99% des joueurs et des gens du jeu vidéo qui ont gueulé, quoi. D'autres entreprises ont également rejeté la blockchain après qu'elle n'ait pas décollé autant que prévu. Electronic Arts a d'abord parlé positivement du jeu blockchain, mais ensuite déclaré qu'il n'était plus très actif sur ce terrain. Mais si, ils sont actifs, mais en scred, derrière, comme PlayStation. Dès que ça va commencer à reprendre, et dès qu'il y en a un qui va marcher, un service qui va marcher, et ben eux, ils vont essayer de sortir leur truc, voilà. On sait que, je sais plus, je crois que c'est Ultra, ça s'appelle. C'est un espèce de Steam, en plus c'est français, Cocorico, et c'est un espèce de Steam, mais qui se base aussi sur la NFT. Et en fait, ça fait que vous pouvez revendre vos jeux. Et ça, c'est très très important parce que pour tous les joueurs PC, vous achetez des jeux, vous avez des bibliothèques de jeux absolument énormes, et en fait, vous en faites rien de vos jeux après. C'est dommage. Vous pourriez les revendre, mais malheureusement, il n'y a pas ces fonctionnalités-là. Et justement, ce truc-là, Ultra, ils veulent essayer de faire ça. Donc après, je sais pas où ça en est, etc. Mais quand ça a commencé à sortir des news autour de ça, au final, ils en avaient parlé. Et ça avait l'air très intéressant. Bref, donc c'est une bonne utilisation de la NFT. Mais oui, non, dans les jeux et tout, à la Ubisoft, à la Square Enix, non, c'est bon, allez vous faire foutre en fait. Avec Bandai Namco, Capcom et tout, ils sont tous là-dedans, Tous les trucs japonais, asiatiques, en fait, ils sont tous dedans, tout simplement. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est eux qui vont pousser le truc et un jour ou l'autre, de toute façon, ça va revenir. Malheureusement. Bref, j'espère que cette petite vidéo, du coup, de blinde de news, vous voyez, 19 minutes, mais on a brassé assez large, je vous ai donné mon avis sur plein de jeux. Bref, faites-moi vos retours, vraiment. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup de gens qui regardent des vidéos de 20 minutes hein, sur YouTube. On sait que maintenant, c'est assez... faut que ce soit rapide, quoi. Donc, je sais pas, bref. Dites-moi si vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, mettez... Bitcoin.
je sais pas, j'ai pas, voilà, hein, de blockchain, Bitcoin. Mettez Bitcoin dans les commentaires et comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Bref, donnez-moi votre avis sur ce nouveau format, entre guillemets, qui permet d'être un peu plus léger et de brasser un peu plus large, sans vous bombarder de vidéos pour rien. Bref, c'est tout ce que j'avais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.